Excellencies, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, Mablika, je vous salue dans ma langue, Kalinago, la langue des premiers peuples des Caraïbes. Et ce sont mes ancêtres et j'en suis fière. Madame la Présidente, au nom du gouvernement et du peuple du Commonwealth de Dominique, je vous félicite, vous, une femme, pour votre désignation pour diriger les travaux de la 80e session de l'Assemblée générale. Une responsabilité pour laquelle vous êtes éminemment qualifié. Nous vous souhaitons tout le succès possible dans vos nouvelles fonctions. Excellences, je prends la parole à un moment charnière de l'histoire de cette organisation et de ce monde. Je me souviens des mots de l'écrivain connu Charles Dickens dans sa nouvelle, et je le cite, « L'histoire de deux villes ». Une nouvelle qui se déroule dans une époque de troubles sociaux, de division et de transformation. Je cite, c'était la meilleure époque possible, c'était la pire époque possible. Fin de citation. Même si cette nouvelle a été écrite il y a plus de 160 ans, ces mots restent tout à fait pertinents aujourd'hui. Alors que nous commémorons les 80 ans d'existence des Nations Unies, nous vivons vraiment une histoire de deux mondes. Pour certains, en effet, c'est la plus belle des époques. Des économies robustes, un accès à l'éducation, aux médicaments, à des soins de santé de premier ordre, à l'eau propre, à l'assainissement et au logement. Des pays qui sont à la frontière de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes, avec une infrastructure numérique en pleine expansion et un niveau de vie qui ne fait que grandir. Mais pour bien d'autres, c'est la pire des époques. Une pauvreté endémique, la faim permanente, le déplacement, l'instabilité et la guerre. Des nations qui sont en première ligne du changement climatique, qui subissent les pires incidences de ce dernier et la crise de la dette qu'ils n'ont pas créée, qui c'est simplement le prix à payer pour les excès des autres. Malheureusement, il ne s'agit pas ici d'une fiction, mais la réalité que nous partageons. Si nous, en tant que Nations Unies, ne faisons pas face à cette dualité, à cette inégalité, nous allons écrire une catastrophe nous-mêmes. Il est bon de rappeler que les Nations Unies ont été créées il y a 80 ans pour empêcher les guerres, pour promouvoir la paix et la coopération internationale, en se basant sur des idéaux de respect mutuel, des droits de l'homme et de l'état de droit. Cette organisation a mené un plaidoyer en faveur du multilatéralisme en reconnaissant qu'aucun pays n'a la réponse pour les problèmes du monde, que le monde est interconnecté et que pour maintenir la paix, nous devons opter pour une approche basée sur les règles et pas sur le pouvoir. L'histoire de deux villes dépeint une société où les puissants vivent dans l'opulence et les opprimés souffrent en silence. Je pense que nous pouvons tirer une leçon de cet avertissement que nous retrouvons dans le travail et dans l'œuvre de Dickens. L'injustice ne doit pas être ignorée. Lorsque des nations puissantes imposent leur volonté aux moins puissants, sans reddition des comptes, sans respect pour l'état de droit, eh bien, ces nations plantent des graines de discorde et de troubles futurs. Quels sont les enseignements que nous pouvons en tirer? Quelles questions devons-nous nous poser alors que nous nous rassemblons année après année dans cette même salle? Est-ce que nous écoutons vraiment les nations qui prennent la parole chaque année ici à la tribune pour dénoncer la pauvreté, les inégalités, le changement climatique, le sous-développement et les conflits? Disposons-nous d'un système dans lequel les ressources et la prise de décision sont vraiment bien partagées, ou bien est-ce que nous travaillons, fonctionnons avec un système où c'est le pouvoir qui se protège lui-même? Je me souviens d'un ancien proverbe africain que je vais citer.
lorsque les éléphants se battent, l'herbe est écrasée. Nous, les PEID, nous sommes l'herbe. Et dans le paysage géopolitique d'aujourd'hui, nous subissons de plein fouet l'incidence de cette lutte des grandes puissances qui sont dans une pleine confrontation politique, économique ou militaire. Des sanctions économiques, des restrictions commerciales, de l'aide assortie de conditions, des conflits, de la guerre, pour n'en citer que quelques-uns. Tout cela a une influence sur la chaîne d'approvisionnement et sur la disponibilité et le transport de biens et de matériaux. Et tout ceci augmente de façon significative le coût de toutes les transactions et les prix de nos produits de base dans les supermarchés, ce qui fait que pour beaucoup, certaines denrées de base ne sont plus abordables. Madame la Présidente, nous nous réunissons chaque année ici pour mener un plaidoyer en faveur de l'équité, de la compréhension, du changement, pour des questions qui ont trait à notre survie en tant que petite nation, concernant des questions qui touchent nos vies quotidiennes. Un domaine particulièrement important pour nous, c'est l'incidence terrible du changement climatique sur nos nations. Et pourtant, lors des négociations climatiques, les puissantes nations continuent de se faire prier. Les pollueurs sont protégés et les efforts d'atténuation et d'adaptation sont sous-financés. Entre-temps, nos pays, et ici je pense que tout le monde est d'accord avec le fait que ce sont nos pays qui contribuent le moins à cette crise climatique, continuent de risquer de disparaître à cause de l'augmentation du niveau de la mer, de terribles inondations, d'orages épouvantables, de sécheresses. Et je ne cite ici que certaines des incidences du changement climatique. Madame la Présidente, comment peut-on dire que ceci est juste? Comment est-ce que l'on peut moralement défendre cela? Alors que nous nous plaignons de tout cela, nous voyons quelque chose de tout aussi horrible, la perte en vie humaine que nous voyons de par le monde, due aux bombes, à la faim organisée, à la violence systématique et au génocide. Nous n'avons pas le pouvoir d'empêcher les orages et d'amener les pluies là où il y a une sécheresse, mais nous avons le pouvoir de limiter le changement climatique plus avant et d'aider les pays à s'adapter et à atténuer son incidence. De la même façon, nous avons le pouvoir de mettre fin aux guerres et de ne pas en commencer de nouvelles. Mais nous devons vouloir parler aux autres. Nous devons vouloir montrer de l'empathie pour les autres. Nous devons revenir aux principes fondateurs des Nations Unies. Chaque fois qu'il y a un conflit quelque part, que ce soit dans la Corne de l'Afrique, au Proche-Orient ou dans le sud-est de l'Asie, ou, et je suis triste de le dire, dans les Caraïbes, les grandes puissances qui participent à des conflits géopolitiques font en sorte que ces conflits causent des dommages justement pour les civils. Les économies s'écroulent, les prix augmentent, l'instabilité s'accroît. Je souhaiterais souligner ici qu'il n'y a aucun endroit, aucune place dans les Caraïbes pour la guerre. Les Caraïbes sont une zone de paix. Tout conflit militaire dans les Caraïbes aurait une incidence terrible sur les Caraïbes et l'Amérique latine. Il y a de meilleures façons de résoudre nos différends. Nous exhortons les puissances à trouver une autre façon de procéder. Et c'est pour cela que je reviens à notre histoire, Madame la Présidente, où un homme abandonné par la société va donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Est-ce que les nations prospères sont prêtes à laisser leur toute-puissance au nom de l'équité? Est-ce que ces nations sont prêtes à faire des sacrifices pour assurer la justice, l'équité, la résilience climatique pour tout le monde? Est-ce que nous allons choisir la compassion et l'empathie plutôt que le contrôle et l'indifférence? Madame la Présidente, nous sommes solidaires avec la population de Haïti. Comme d'autres États membres de la CARICOM, nous insistons sur le fait que la crise actuelle que connaît notre nation sœur de la CARICOM ne signifie pas du tout que les peuples haïtiens ne sont pas souffrants. Au contraire, nous devons les aider. 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 Nous
que l'on ne puisse pas reconnaître leur souveraineté sacrée, leur droit à trouver une paix pérenne pour leur pays. Le gouvernement de la Dominique est convaincu que Haïti fait face à de grands défis aujourd'hui, notamment à cause de la contribution énorme d'Haïti dans la recherche de la justice et de la liberté pour notre région et pour le monde. En effet, nous pensons que la composition de cet auguste organe n'aurait jamais été imaginable sans les luttes héroïques de la population de Haïti. En fait, la crise en Haïti, c'est bien plus qu'une crise des Caraïbes et sa solution exige une réponse unifiée et l'appui des Nations Unies. Ma délégation, sans aucune réserve, appuie la position de la CARICOM concernant la situation en Haïti. Une position qui demande à juste titre un processus de transition mu par les Haïtiens eux-mêmes pour amener des changements pour que cela profite à la population de Haïti. Il faut que Haïti reçoive toute l'aide nécessaire. C'est tout ce qu'on nous demande, en fait. Madame la Présidente, le Commonwealth de Dominique souhaiterait souligner son engagement en faveur d'un plaidoyer pour l'unité, la justice, la paix et le développement humain durable que cela encourage. À cet égard, nous continuons d'exhorter à mettre fin au blocus économique illégal et injuste contre le peuple de Cuba. Maintenir ce blocus est toxique non seulement pour la population de Cuba qui souffre depuis longtemps, mais aussi pour l'image de ceux qui soutiennent cet embargo. Cuba a le droit à l'autodétermination. La Dominique continue d'être solidaire aux côtés de Cuba. Ce blocus économique et commercial imposé sur nos frères et sœurs de Cuba continue d'être une source de grande préoccupation pour nous dans les Caraïbes. Il est absolument indispensable de lever ce blocus. C'est pour cela que le Commonwealth de Dominique joint sa voix au cœur de la majorité des membres de cette organisation pour demander à une levée immédiate des obstacles commerciaux et des interdictions à l'exportation imposées au bon peuple de Cuba. Car toutes ces limitations ne sont pas justifiées. C'est absolument injustifié. Cela appartient à une époque révolue et ces obstacles ne devraient plus exister. Cela relève d'un discours soi-disant de lutte pour la libération d'un peuple des Caraïbes. C'est pour ces raisons que le gouvernement de Dominique exhorte de façon robuste que l'on revoie tout à fait ce type de mesures. Madame la Présidente, nous menons un plaidoyer robuste pour le respect des normes des Nations Unies en matière de souveraineté et de non-ingérence. Et ceci nous contraint également à dire que le droit du gouvernement et du peuple de Venezuela à résoudre leurs difficultés internes sans ingérence extérieure soit respecté. Nous réitérons notre condamnation d'imposition de sanctions contre le Venezuela. Les difficultés qui en résultent pour le peuple du Venezuela doivent absolument cesser. Nous demandons au respect strict de l'état de droit et à la réserve pour ce qui est de la présence des avoirs militaires américains dans les eaux bleues de la mer des Caraïbes. La solution au conflit et aux difficultés, ce n'est jamais l'agression ni la guerre. Nous demandons que tous les efforts diplomatiques soient consentis pour respecter la souveraineté des États, préserver la dignité de la vie humaine et promouvoir la paix. Madame la Présidente, alors que nous commémorons ce 80e anniversaire des Nations Unies, 80 ans et plus de paix, de développement et de droits de l'homme, je souhaiterais qu'il ne s'agisse pas simplement de mots, que ce soit un appel pour le respect d'un ordre basé sur les règles qui s'appliquent à toutes les nations de la même façon, les fortes et les moins fortes, et pas simplement quand cela convient aux plus puissants.
Les Nations Unies sont nées des cendres d'un monde qui avait été détruit par des guerres épouvantables. Ne revenons pas à ces jours sombres. Soyons guidés par la loi, la diplomatie et les valeurs partagées. Réformons le système où les petites nations et les nations en développement auraient vraiment leur place à la table des négociations, où nous aurons la possibilité d'avoir une incidence sur les décisions qui modèlent les politiques climatiques, la sécurité mondiale et le bien-être économique planétaire pour tout le monde. Que ce soit un endroit où nous pouvons construire la solidarité et la coopération, où le pouvoir est utilisé avec humilité, compassion et réserve. Madame la Présidente, faisons en sorte que les livres d'histoire disent que dans cette même salle, maintenant, nous avons choisi la meilleure voie. Pour reprendre les mots de Charles Dickens, c'est beaucoup mieux, c'est la chose la meilleure que j'ai faite de ma vie. Que ces mots ne représentent pas simplement les mots de conclusion d'une nouvelle, mais que cela marque le début d'une nouvelle ère, le début d'une ère de détermination collective où nous sommes régis par le désir d'arriver à une vraie paix, où nous sommes imbibés du respect de l'autre et de l'état de droit pour préserver le caractère sacré de la vie humaine et assurer le développement et la prospérité de tous. Nous devons juger la force de notre système mondial, non pas par les barrissements des éléphants, mais par la façon dont nous allons protéger l'herbe sous leurs pieds. Excellence, les défis devant nous sont trop redoutables et trop complexes pour pouvoir les relever tout seuls. Nous avons tous besoin les uns des autres. Donc, quittons cette salle en nous étant engagés à agir, à créer des partenariats, à être engagés les uns vis-à-vis des autres, parce que la vérité, elle est très simple et pourtant, elle est très profonde. Nous sommes toujours plus forts et toujours plus sages et meilleurs quand nous travaillons ensemble. Madame la Présidente, j'attends avec impatience le jour où une femme va diriger cette grande institution en tant que secrétaire générale. Pour moi, ce serait vraiment un symbole de vraie égalité. Je vous remercie de votre attention.